Il a été trouvé dans un état qui a perturbé même les médecins expérimentés. Par sa taille, il correspondait à un enfant de 10 ans, mais par son poids, il atteignait à peine celui d'un enfant de 3 ans. Squelette vivant. C'est ainsi que l'appelèrent à voix basse ceux qui ont vu Joshua pour la première fois ce matin précoce de février. À ce moment-là, personne ne comprenait encore que derrière cette image choquante ne se cachait pas une maladie, mais quelque chose de beaucoup plus sombre et plus étrange. Au petit matin du 13 février 2024, la petite ville de Ripley dans l'État de l'Ohio fut troublée par un appel au numéro d'urgence 911. Il était 5h53. Une femme nommée Danielle H. a signalé que son fils Joshua avait souffert de fortes fièvres toute la nuit et le matin ne donnait plus signe de vie. Dans sa voix résonnait la peur, la confusion et la panique. Elle prétendait qu'une grippe ordinaire était coupable. Mais quand les équipes de secours sont arrivées sur les lieux, elles ont vite compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une maladie. Le principal mystère de cette histoire se trouvait sous le toit de la maison, dans un vieux grenier, vers lequel Danielle elle-même a conduit les médecins et la police. L'espace s'est révélé petit et étrangement préparé. Une couche de mousse de polyuréthane dense couvrait les murs et les fenêtres, bloquant presque toute la lumière du jour et isolant du bruit. Le voisin le plus proche habitait à presque 150 mètres et derrière la maison passait la route fédérale US 33. Le grondement constant des camions atteignait la nuit 55 décibels et couvrait complètement tous les sons qui auraient pu venir de la maison. Cet environnement étrange a immédiatement alerté les spécialistes arrivés. Joshua a été trouvé sur une vieille civière métallique qui se trouvait au milieu du grenier. La première chose que les enquêteurs ont immédiatement remarquée était une chaîne de vélo de marque Kryptonite qui était enchaînée au pied du lit. Elle paraissait neuve, solide, et n'était évidemment pas un hasard. Pourquoi cette chaîne se trouvait-elle ici dans le grenier d'une maison familiale ordinaire ? La police ne le comprenait pas encore à ce moment. Les médecins ont décrit l'état de Joshua de manière maximalement réservée et sobre. Mais déjà alors, les détails terrifiants étaient évidents. Son poids n'était que de 17 kg. Cela signifiait que l'indice de masse corporelle était catastrophiquement bas, seulement environ 9,5, ce qui n'est pratiquement pas compatible avec la vie. Autour de la taille du garçon, on pouvait voir une étrange cicatrice continue, dont l'origine à ce moment restait également incompréhensible. La version originale de la mère sur la grippe ne soulevait maintenant que plus de questions. En bas dans la maison, tandis que la police enquêtait sur le lieu où Joshua avait été trouvé, les parents étaient dans la cuisine. Danielle était assise à table, pleurait continuellement et pouvait à peine articuler quelques mots. Son mari, Mark H., âgé de 42 ans, agissait différemment. Il était complètement calme, gardait ses distances avec sa femme et se taisait. Ses mains étaient couvertes d'huile de machine, comme s'il venait de réparer quelque chose dans le garage. Aux questions de la police, il répondait très brièvement et évitait tout détail, ce qui a également attiré l'attention des enquêteurs. La première version logique de la police était liée à la mère Danielle. C'est elle qui avait vu Joshua vivant pour la dernière fois. C'est elle qui prétendait que c'était une grippe ordinaire. Ces mots contredisaient l'image que les médecins observaient. La police a noté le comportement étrange de la femme, ses réactions anormalement émotionnelles, mais n'a pas encore tiré de conclusion. Le père est également entré dans le collimateur, Mark H., un homme sévère et silencieux dont les voisins parlaient pour brièvement et prudemment. Discipliné, c'est ainsi que parlèrent de lui les rares qui le connaissèrent d'une manière ou d'une autre. Son calme dans une telle situation semblait suspect. Mais dans les premières heures après l'arrivée de la police, un autre membre de la famille a particulièrement attiré l'attention. Evan M., le demi-frère de Joshua, qui venait d'avoir 24 ans. Evan vivait dans la cave de la même maison. Lors du premier interrogatoire, il a expliqué qu'à 5 heures du matin, il avait entendu les pas de Joshua. Cette information paraissait étrange, car selon les mots de la mère, le garçon allait déjà très mal à ce moment-là
et ne se levait pas du lit. Evan se comportait visiblement nerveusement, évitait de regarder les enquêteurs dans les yeux et semblait globalement plus inquiet que les autres. Initialement, la police a soupçonné qu'un conflit entre Evan et Joshua aurait pu mener à la tragédie. Cette version a été considérée en premier. Mais déjà après quelques heures, l'expertise médicale de la morgue a complètement bouleversé le cours des investigations. Selon le rapport du médecin légiste, aucun signe de maladie virale n'a été trouvé chez Joshua. La cause de la tragédie était la dénutrition extrême et la défaillance multi-organique. En d'autres termes, Joshua dépérissait simplement lentement par manque de nourriture et de soins. Officiellement, la version grippe a cessé d'exister. Cette conclusion a mis en doute les paroles de tous les membres de la famille. Mais il restait encore une question importante. À quoi avait servi cette chaîne de vélo qui était enchaînée au lit? À cette question, il n'y avait pas encore de réponse dans les premières heures de l'enquête. Tout le tableau semblait incomplet, et la version liée à Evan semblait maintenant de moins en moins convaincante. Les enquêteurs comprenaient que cette histoire ne faisait que commencer à se révéler. Pour l'instant, seuls les faits avèrent de l'importance. Le grenier isolé, la civière métallique reliée par une chaîne et l'état critique de Joshua, pour lequel la maladie n'était qu'une fausse explication. Evan M. n'est entré que temporairement dans le focus des investigations. Sa version n'était pas convaincante, mais n'avait pas encore été complètement écartée formellement. Mais déjà, à la fin de la journée, les enquêteurs ont commencé à soupçonner qu'Evan était une fausse piste qui les éloignait de la cause principale de la tragédie. Pourquoi Mark H., le père, qui avait personnellement acheté la chaîne trouvée dans le grenier, gardait-il un calme absolu dans tous les interrogatoires et ne se référait-il constamment qu'à son travail? 5 jours après que Joshua ait été trouvé dans le grenier, l'enquête s'était déjà complètement orientée vers le père de famille, Mark. Les investigations ont examiné attentivement ses actions au cours des derniers mois et une preuve concrète qui semblait presque irréfutable est venue au premier plan. Lors de la perquisition du garage dans la maison des époux H, la police a découvert un reçu du magasin de bricolage Lowe's, date d'achat 2 juillet 2023. Dans la liste des articles achetés était clairement listée une chaîne de vélo de marque Kryptonite et un cadenas fiable d'une valeur totale de $38. L'achat avait été effectué par Mark lui-même. Ainsi, il s'est avéré que la personne qui assurait n'avoir rien à voir avec les événements du grenier était directement liée à la preuve clé. Quand les experts ont examiné le cadenas sur la chaîne, leurs soupçons n'ont fait que s'intensifier. Sur la chaîne, de l'ADN mixte a été découvert, de Mark lui-même et de Joshua. Maintenant, l'enquête semblait avoir des bases convaincantes pour soupçonner Mark. Cependant, son comportement ne correspondait pas du tout à la situation créée. À chaque interrogatoire, Mark restait calme et était même légèrement irrité que les enquêteurs, selon ses mots, le distraient du travail. Mark a 42 ans. Il est employé de l'usine chimique locale où il travaille depuis plus de 12 ans. Dans l'usine, le temps de travail est enregistré strictement par le système électronique Chronos. Exactement ce système a enregistré que Mark est arrivé à l'usine le 12 février à 19h55 et a quitté le territoire de l'entreprise le matin suivant à 6h04. Ces données excluaient pratiquement sa participation aux événements du grenier pendant la nuit. Mais la police ne se précipitait pas avec les conclusions. Les enquêteurs ont vérifié soigneusement le journal de données du système Chronos et ont remarqué une période importante qui était insuffisamment éclaircie. Depuis le moment où Mark a quitté la maison le soir du 12 février jusqu'à son apparition sur le lieu de travail, il restait environ 70 minutes de temps libre. Cela suffisait parfaitement pour arriver à l'usine, qui n'était qu'à 12 km de la maison, et même entreprendre des actions supplémentaires. Exactement ces 70 minutes ont transformé l'alibi absolument fiable de Mark en quelque chose d'indéfini et d'instable. La police a vérifié la route pratiquement. Il s'est avéré que le chemin de la maison à l'usine chimique ne prend pas plus de 15 minutes en voiture, même en tenant compte de la circulation du soir. Si Mark avait planifié ses actions à l'avance, il aurait très bien pu utiliser une partie de ce temps pour être dans le grenier et fixer la chaîne à la civière. Mark,
lui-même a catégoriquement rejeté toute supposition sur sa participation. Il s'est référé à la stabilité de sa vie et a exigé une explication de pourquoi il aurait soudainement fait quelque chose de tel. Chaque fois, il revenait à son travail et se référait aux enregistrements du système Chronos comme seule preuve possible de sa non-participation. L'enquête se posa la question: Mark pouvait-il vraiment tout accomplir en ces 70 minutes ? La réponse des experts fut catégorique. Oui, il le pouvait. Le temps consacré au trajet et à la fixation de la chaîne s'inscrivait parfaitement dans cette période. Mark n'était pas pressé le soir du 12 février et n'avait pas de témoins étrangers qui pourraient confirmer ou contredire ses paroles. Pendant que la police vérifiait méthodiquement les déclarations de Mark, un autre impliqué disparut de l'enquête. Evan M., demi-frère de Joshua, qui était initialement entré dans le viseur de l'enquête, fut maintenant complètement exclu du cercle des suspects. Selon les mêmes données du système Chronos, Evan avait travaillé le jour de la tragédie un service de 19h03 jusqu'à 4h55. Le temps de sa présence à l'usine fut également confirmé par les enregistrements vidéo des caméras de travail. Maintenant, sa version selon laquelle il avait entendu les pas de Joshua vers 5h du matin ne semblait plus étrange. Evan fut justifié et définitivement libéré des accusations. Sa piste s'avéra fausse et fut complètement fermée par l'enquête. Encore et encore, les enquêteurs revenaient à la chaîne kryptonite. Pourquoi la personne qui avait fait un tel achat plusieurs mois avant l'incident n'éprouvait-elle aucune inquiétude ? Pourquoi Mark restait-il si confiant, malgré les preuves évidentes de sa participation à ce qui s'était passé dans le grenier ? Précisément à ce moment, l'enquête reçut un résultat d'expertise inattendu. Sur le cadenas de la chaîne de vélo fut trouvé un autre échantillon d'ADN. Les cellules épithéliales appartenaient à Danielle H., la mère de Joshua. Ce détail changea toute la situation et remit en question la clarté du tableau qui, quelques heures auparavant, encore semblait si évident. Maintenant surgit dans l'enquête une nouvelle question. À quel point Danielle était-elle impliquée dans cette histoire et comment son ADN était-il arrivé sur la chaîne, dont elle n'avait précédemment rien mentionné ? La police pensa pour la première fois que le calme de Mark s'expliquait peut-être par le fait qu'il n'était pas le seul à savoir à quoi exactement était destinée la chaîne. Peut-être n'était-il pas le personnage principal de cette tragédie. Pourquoi le travailleur social scolaire qui avait visité la maison de la famille H en août n'était-il pas revenu avec un contrôle, malgré l'isolement de Joshua du monde extérieur ? Quand les policiers revinrent aux événements qui avaient précédé février 2024, ils remarquèrent un détail inhabituel. Le 15 août 2023, un travailleur social scolaire visita pour la première fois depuis longtemps la maison des époux H. L'objectif de la visite était standard: évaluer les conditions domestiques et s'assurer de la sécurité de Joshua. À ce moment, le travailleur social n'enregistra aucun signal préoccupant. Selon le rapport officiel signé le même jour, dans la maison de la famille H, tout était en ordre. Le travailleur social nota que Mark et Danielle se comportaient amicalement, les conditions de vie correspondaient à la norme, la famille semblait coopérative. Il semblait qu'il n'y avait pas de raison pour d'autres contrôles. Mais déjà, au début de l'année scolaire, le 1er octobre 2023, Joshua cessa d'assister aux cours à la Ripley Middle School. Ses camarades de classe et professeurs ne reçurent pas d'explications compréhensibles. Dans le dossier scolaire de Joshua, qui fut plus tard mis à disposition de l'enquête, fut trouvé un papier étrange avec un certificat médical. Il y était dit que Joshua avait soi-disant été envoyé en traitement chez sa tante en Ohio et ne pouvait temporairement pas fréquenter l'école. Le certificat était rédigé soigneusement, avait une apparence officielle et contenait même la signature de l'infirmière scolaire, Cathy R. Pourquoi les services sociaux n'initièrent-ils pas une nouvelle vérification quand Joshua disparut longtemps de leur champ de vision ? La réponse devint bientôt évidente. Les enquêteurs sortirent les archives des enregistrements téléphoniques du service social scolaire. Le 10 octobre 2023, le travailleur social appela le numéro de domicile de la famille H pour clarifier la situation avec la longue absence de Joshua. Mark lui-même répondit au téléphone. Sa voix sonnait calme, confiante. Mark expliqua à l'employé que Joshua était effectivement en Ohio, recevait un traitement
et reviendrait bientôt à l'école. L'enregistrement téléphonique de cette conversation fut conservé et confirma les paroles de Marc. Le travailleur social ne vit aucune raison de douter et n'envoya pas de nouvelles vérifications. Cependant, les enquêteurs remarquèrent une incohérence dans les documents officiels. Le certificat du dossier scolaire, soi-disant signé par Cathy R., semblait suspect. Un examen graphologique urgent fut ordonné et les résultats furent inattendus. L'examen montra que la signature sur le certificat correspondait complètement à l'échantillon d'écriture de Danielle H., la mère de Joshua. Cela signifiait que c'était exactement Danielle qui avait falsifié le certificat médical pour justifier l'absence de Joshua à l'école. Maintenant, il devint clair que la famille avait intentionnellement isolé Joshua du monde extérieur. L'histoire inventée sur le traitement chez la tante permit aux époux H de cacher complètement Joshua aux professeurs, camarades de classe et services sociaux pendant plusieurs mois. Danielle fut l'initiatrice de la falsification de documents. Cependant, la question resta ouverte. Était-elle la seule participante de ce plan? L'infirmière scolaire Cathy R., dont le nom figurait dans le certificat falsifié, tomba automatiquement sous les soupçons. L'enquête jugea nécessaire de vérifier sa possible participation aux événements. Cependant, il s'établit assez rapidement que Cathy, le 1er octobre, quand le papier falsifié fut émis, était en congé légal, ce que confirmèrent non seulement les documents officiels de l'école, mais aussi les témoignages de ses collègues. Le jour de l'émission du certificat, l'infirmière Cathy se trouvait hors de la ville. Sa présence physique à l'école était impossible. Ainsi, la version sur la participation de Cathy R. dans la falsification du certificat médical fut complètement exclue. L'infirmière n'avait rien à voir avec le fait que son nom fut utilisé illégalement dans des papiers officiels. L'enquête ferma cette fausse piste et dirigea à nouveau l'attention vers la mère de Joshua. Entre-temps, un problème restait encore non résolu. Pourquoi le travailleur social scolaire, même après l'appel formel du 10 octobre, n'insista-t-il pas sur une rencontre personnelle avec Joshua? Ne s'assura-t-il pas personnellement de sa santé? L'absence d'une nouvelle vérification s'expliquait non seulement par l'appel de Marc, mais aussi par cette image parfaite initiale que la famille avait démontrée en nous. À ce moment-là, rien n'éveilla les soupçons du travailleur social, et les assurances de Marc dans la conversation téléphonique sonnaient absolument convaincantes. Le travailleur social considéra la situation comme normale et n'entreprit pas d'autres actions. Du côté de la famille H, tout semblait comme s'ils essayaient simplement de protéger Joshua de questions inutiles et d'attention. Cependant, il devint maintenant clair que derrière ces intentions apparemment bonnes se cachait autre chose. La famille fermait graduellement, étape par étape, tous les contacts de Joshua avec le monde extérieur, documents falsifiés, l'appel avec de fausses informations, l'absence d'une nouvelle vérification. Tout cela permit aux époux de garder complètement secret ce qui se passait dans la maison pendant des mois. Les enquêteurs comprirent pour la première fois clairement que l'isolement de Joshua n'était pas accidentel ou une mesure temporaire. Danielle passa consciemment à la falsification de documents et Marc confirma consciemment et avec confiance de fausses informations. La famille s'était prête à faire beaucoup pour que personne n'interfère dans leur système soigneusement construit de secrets. Mais pourquoi les époux cachaient si soigneusement Joshua restait encore peu clair. Pourquoi la balance de cuisine et le cahier avec les calculs de calories furent-ils jetés dans le sac poubelle? Le même jour, le 18 février 2024, les enquêteurs continuèrent méthodiquement l'examen du terrain autour de la maison de la famille H. L'attention se dirigea vers une série de sacs poubelles qui étaient soigneusement empilés contre le mur arrière du garage. Parmi les déchets ménagers et les restes de nourriture fut faite une découverte étrange qui changea drastiquement la direction de l'enquête. Tout au fond de l'un des sacs, la police découvrit une balance de cuisine de marque Salter qui avait manifestement été jetée récemment. La balance était électronique, assez précise, avec des graduations clairement lisibles. Lors de l'examen, les enquêteurs établirent que le seau de la balance n'était pas endommagé, ce qui signifiait qu'elle était en état de fonctionnement. À côté de la balance, dans le même sac poubelle, fut trouvé un mince cahier d'école qui était étiqueté avec une écriture féminine soignée. Plan alimentaire. Au début, les policiers pensèrent que c'était l'ancien journal alimentaire de quelqu'un ou des listes de courses.
Cependant, il devint rapidement clair que le cahier avait été utilisé de manière complètement différente. Il contenait des calculs précis de calories et de portions de divers produits. Sur plusieurs pages étaient listés avec une précision idéale des produits individuels, des grammes et des calories. L'une des premières entrées qui attira l'attention des détectives fut une formule étrange. Haricots sangerés X2, 600 kcal. Cette entrée fut accompagnée d'une note courte faite au stylo rouge. N'obéis pas. Réduire. L'enquête s'est immédiatement intéressée à ce détail. Il devint évident que le carnet pourrait être directement lié à l'état de Joshua, car son poids critique avait déjà été établi par les médecins. Initialement, les enquêteurs ont envisagé la possibilité que les enregistrements puissent appartenir aux parents eux-mêmes. Peut-être suivaient-ils un régime quelconque. Mais déjà, les premières données du carnet ont permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un adulte. Les portions étaient trop petites, évidemment insuffisantes pour un organisme adulte. La première question que se sont posées les enquêteurs était celle de la fiabilité de la balance trouvée. Pouvait-il se faire que la balance soit défectueuse et que la famille ne se rende pas compte de l'inexactitude des calculs? Pour vérifier ce fait, la balance fut envoyée à l'examen de laboratoire. Les résultats de l'analyse sont revenus après quelques heures. La déviation des indications de la balance était inférieure à 1%. Cela excluait la possibilité d'une erreur technique. Cela signifiait que tous les calculs indiqués dans le carnet avaient été faits consciemment par ceux qui les utilisaient. Ensuite, l'enquête a décidé de vérifier s'il y avait des signes que la famille achetait des produits spécifiquement selon les calculs trouvés. Ainsi fut découvert un nouveau témoin, Terry S., vendeur du magasin local Ripley Mart. Il se souvenait très bien de la façon dont Daniel H. était venu au magasin le 5 février et avait acheté simultanément 24 boîtes de haricots. L'achat lui avait paru inhabituel et il se souvenait de ces mots « C'est tout ce qui lui revient ». Cette phrase a maintenant acquis une signification complètement différente. Ces nouveaux détails ont définitivement convaincu les enquêteurs qu'il s'agissait exactement d'un contrôle strict de l'alimentation de Joshua. Mais il restait incompréhensible pourquoi une preuve si importante et compromettante avait été jetée dans le sac poubelle. Quelqu'un des parents tentait évidemment d'éliminer des preuves. Au début de l'enquête, les policiers ont émis prudemment l'hypothèse que le carnet trouvé pourrait être ancien et n'avoir rien à voir avec Joshua. Peut-être les époux H. Pratiquaient-ils eux-mêmes un régime strict et avaient-ils depuis longtemps cessé de l'utiliser? Cependant, cette version a rapidement perdu son sens lorsque les enquêteurs ont remarqué sur les dernières pages du carnet les dates des entrées. Elles étaient fraîches, complètement actuelles. À la fin de la journée, les criminalistes ont définitivement pris les empreintes digitales du carnet et les ont comparées avec la base de données. Le résultat était attendu, mais pas moins terrifiant pour autant. Sur les pages avec les calculs de portions, les empreintes digitales de Daniel et Mark ont été clairement établies. L'examen a confirmé que les dernières entrées avaient été faites seulement 2 jours avant ce matin où Joshua fut trouvé dans le grenier. Ainsi, les enquêteurs ont obtenu pour la première fois non seulement une confirmation indirecte, mais directe que les 2 parents ont participé conjointement à la limitation stricte de l'alimentation de Joshua. Le carnet plan alimentaire jeté à la poubelle et la balance Salter sont devenus les dernières et plus importantes preuves qui ont définitivement lié Daniel et Mark à la cause de la tragédie. Maintenant, la police ne doutait pas que ce n'était pas simplement des hasards ou des coïncidences inexplicables. Les époux H. tenaient consciemment un contrôle détaillé de la quantité de nourriture que recevait Joshua et réduisaient intentionnellement cette quantité. Cette découverte a mené l'enquête vers une nouvelle phase. Il ne restait qu'une chose à comprendre. Pourquoi les parents contrôlaient si méthodiquement son alimentation et qu'est-ce qu'ils voulaient exactement accomplir avec cela? Après presque 1 année d'enquête et de procédure judiciaire, le tribunal du district Brown a commencé le 30 janvier 2025 avec l'annonce du verdict final dans l'affaire de Mark et Daniel H. Depuis le moment des premières déclarations jusqu'au discours final du procureur, toutes les preuves et tous les indices avaient été examinés attentivement. Maintenant, le tribunal n'avait plus de doute. Tout ce qui s'est passé avec Joshua n'était pas le hasard.
mais des actions conscientes et conjointes des deux parents. Le juge a énuméré lentement les preuves et a connecté chaque maillon de la chaîne qui avait mené à la tragédie. Le premier était le reçu du magasin Lowe's et l'ADN découvert sur le cadenas de la chaîne de vélo. L'enquête a confirmé qu'exactement Mark avait acheté la chaîne déjà à l'été 2023 et exactement lui l'avait fixée au lit. Confirmation de cela était la cicatrice fraîche sur la peau de Joshua qui s'était formée exactement par l'usage multiple de la chaîne dans les derniers jours de sa vie. Le deuxième maillon était connecté aux documents scolaires falsifiés. L'enquête a établi qu'exactement Daniel avait personnellement falsifié la signature de l'infirmière scolaire sur le certificat pour cacher la vraie situation aux services sociaux et aux enseignants. L'enregistrement de l'appel téléphonique que Mark a passé le 10 octobre 2023 a confirmé définitivement l'isolement intentionnel de Joshua. Le tribunal a souligné que les parents agissaient ensemble. Chacun de son côté a aidé à créer l'illusion que dans leur maison tout était en ordre. Le troisième et décisif maillon était connecté à la balance de cuisine trouvée et au journal alimentaire. Le carnet détaillé avec les calculs de calories et les limitations strictes de portions est devenu la preuve principale que l'émaciation de Joshua n'était pas le hasard et n'était pas le résultat d'une maladie. L'enregistrement du vendeur du magasin Ripley Mart concernant l'achat de 24 boîtes de haricots et les mots de Daniel que c'est tout ce qui lui revient ont été décisifs pour le tribunal. L'examen officiel a confirmé la précision de la balance et a exclu toute erreur technique. Il ne restait qu'un moment qui nécessitait une explication. Les 70 minutes de temps libre de Mark dans la soirée du 12 février 2024. Cette fenêtre de temps correspondait complètement à cette période dans laquelle, selon la conclusion d'experts, Joshua fut à nouveau attaché avec la chaîne au lit. Le tribunal a confirmé officiellement que Mark avait fait cela avant le début de son quart à l'usine chimique, et Daniel, qui resta dans la maison, continua son rôle dans le contrôle de l'alimentation et de l'état de Joshua. Quand le juge est passé à la partie finale du verdict, la tension dans la salle a notablement augmenté. Jusqu'à ce moment, Mark avait gardé un calme absolu. Cependant, à la mention de la sentence, il a soudainement bondi et a crié « Les faibles se préparent pour la vie ». Il a tenté de se précipiter vers l'avant, mais fut immédiatement arrêté par l'escorte du tribunal. Daniel était assise à ce moment immobile, ne fit que baisser silencieusement la tête et n'essaya pas d'intervenir. Plus tard, dans son dernier mot, elle expliqua brièvement ses actions. « J'avais peur des services de l'enfance ». Le juge fit une brève pause, puis continua la lecture du verdict final. Il fut souligné que les actions des deux parents étaient d'accordonnées et complètement conscientes. Mark a initié le régime strict du soi-disant endurcissement, et Daniel a contrôlé et soutenu soigneusement ce régime, fixant tout dans le carnet et supervisant la quantité de nourriture, limitant strictement les portions de Joshua. Finalement, le tribunal a condamné Mark H. à 30 ans de privation de liberté avec la possibilité d'une libération conditionnelle anticipée pas avant 25 ans. Daniel H. a reçu 25 ans de prison avec la possibilité d'une révision de son cas après 20 ans. Le juge a souligné séparément qu'à travers l'enquête ont été définitivement exclus tout soupçon contre Evan M., le demi-frère aîné de Joshua, ainsi que contre l'infirmière scolaire Cathy R., qui avait été impliquée dans les événements exclusivement par la faute des parents. Cependant, resta en dehors de l'enquête officielle une autre ligne qui ne fut jamais directement prononcée dans les procédures judiciaires. L'enquête a envisagé la possibilité que ceci pourrait ne pas avoir été le premier cas de telles mesures éducatives dans la famille. Il y a eu des témoignages non confirmés concernant la sœur aînée de Joshua. Cependant, toutes les tentatives de prouver cela documentairement ont échoué. Le tribunal n'avait pas suffisamment de fondement pour une considération officielle, et cette ligne fut laissée sans annonce. La procédure judiciaire s'est terminée de manière brève et sobre. Aucun des présents n'a prononcé un mot de plus. Après le verdict, les époux H ont été emmenés hors de la salle par différentes portes, sans se croiser du regard. Les spectateurs ont commencé à quitter silencieusement la salle d'audience, comprenant que la tragédie de Joshua n'était pas le hasard, mais un plan cruellement calculé, pensé et réalisé par ceux qui, plus que tous les autres, auraient dû se soucier de Louis.
un trou dans la terre. C'est précisément cette phrase qui devint le point de départ d'une enquête qui bouleversa tout le village de Carcasso durant l'été 2024. Que cachait la terre sous la cour tranquille et discrète du vieux voisin que tous connaissaient simplement sous le nom de Bill? Les habitants n'auraient jamais pu imaginer jusqu'où cette histoire les mènerait. Carter Hill disparut le soir du 17 juin 2024 à 17h42 précises. La caméra de la sonnette de la famille Hill l'avait enregistré avec exactitude. Sur l'enregistrement, Carter s'approche lentement de la clôture du voisin, William Bill Crawford, veuf de 67 ans, vivant à Carcasso depuis plus de 20 ans. Le garçon avait 11 ans. Il était venu rendre un ballon de football qui avait accidentellement franchi la clôture. On voit sur la vidéo comment il franchit prudemment le portail et disparaît du cadre. Ensuite, comme un vide, du néant et du silence. Les policiers n'arriveront sur les lieux que plusieurs heures plus tard. Au début, personne ne pense à un crime. La petite ville de Saskatchewan était depuis longtemps habituée à ce que les enfants rendent visite sans prévenir. Mais cette fois, quelque chose ne va manifestement pas. Quand les policiers et les bénévoles commencent l'inspection du terrain de Bill, l'attention est attirée par une étrange découverte sur l'herbe près du portail. Il y a là une petite poignée d'argile rousse et humide. À première vue, rien de particulier, mais de tels sols n'existent tout simplement pas à Carcasso. D'où venait cette terre inhabituelle? Personne ne peut donner de réponse immédiate, et l'indice reste sans explication. Pendant que les gens tentent de comprendre l'affaire de l'argile, les témoins parlent d'un autre fait étrange. À 18h07, 2 adolescents des maisons voisines ont vu passer un camion DHL. Un jour ordinaire, cela n'aurait pas été suspect. Mais ce soir-là, le village semblait presque désert. Il faisait chaud, étouffant. Presque personne dans les rues, et le camion aurait pu emmener quelqu'un de manière complètement inaperçue. Les premières hypothèses surgissent immédiatement. Le soupçon le plus évident tombe sur le voisin Bill. Il est le dernier à avoir vu Carter, et c'est précisément son territoire qui est devenu l'endroit où le contact avec le garçon s'est perdu. Malgré cela, les habitants ne sont pas prêts à accuser le vieux veuf qui a vécu paisiblement et respectueusement à côté pendant tant d'années. Bill lui-même parle avec la police sans tension ni peur, répétant calmement et avec assurance « Il a simplement récupéré le ballon et Carter est parti continuer à jouer. » La police n'a pas de motif d'arrêter le vieux voisin sans preuve. Cependant, une autre rumeur apparaît, reprise par les habitants. Le conducteur du camion de transport aurait pu s'arrêter et emmener avec lui quelqu'un qui se trouvait simplement à proximité. L'histoire gagne rapidement en popularité. Elle semble simple et compréhensible pour les habitants, mais n'a pour l'instant aucune confirmation, à part les mots des adolescents. Les policiers n'ignorent pas cette rumeur, mais ils sont sceptiques. Tant qu'il n'y aura pas de preuves, ce ne sont que des conversations. Quelques jours plus tard, un autre indice apparaît. Des bénévoles, inspectant les environs, trouvent sur l'autoroute une chaussure de football d'enfant, exactement comme celle que portait Carter. La presse s'empare rapidement de cette découverte, propageant la version de l'enlèvement par le routier. Cette théorie semble simple et logique. Le conducteur s'est arrêté, a pris le garçon qui se trouvait par hasard à proximité et est reparti. La chaussure, comme une confirmation de cette histoire. Les enquêteurs sont prudents. Ils comprennent. Les indices peuvent être trompeurs et la chaussure était posée trop commodément à un endroit visible. Ils ne se précipitent pas pour tirer des conclusions, mais ne rejettent pas complètement la version. La police enregistre la découverte et l'envoie à l'expertise. Pour l'instant, l'histoire du routier tient sur des rumeurs et il manque aux policiers des témoignages clairs ou des preuves vidéo. Le 29 juin arrive, presque 2 semaines depuis la disparition de Carter. Un chien de service de la GRC fait le tour du terrain de Bill. L'animal s'énerve, court le long du mur arrière de la maison et s'arrête soudainement net. Le chien montre clairement un endroit, s'assied et commence à gémir doucement. C'est le signal. Il y a quelque chose ici.
Le maître chien marque sur le sol l'endroit avec de la terre fraîchement creusée. Il sent, ils sont enfin proches. Mais les policiers ne peuvent pas simplement commencer à creuser. La loi exige une autorisation officielle du tribunal, un mandat de perquisition. Le traitement des papiers traînera au moins jusqu'au matin et pendant ce temps, n'importe quoi peut arriver. Toute cette nuit devient la plus difficile pour les enquêteurs. Ils sont proches de la vérité, mais ne peuvent pas la toucher maintenant. Les habitants ne savent rien de ces dernières découvertes de la police. Ils continuent à chuchoter et à débattre de ce qui s'est passé le soir du 17 juin. Un trou dans la terre, une phrase qui s'est déjà répandue dans le village, mais personne ne peut même imaginer à quel point elle décrit littéralement ce qui attend tout le monde le matin, quand les forces de l'ordre obtiendront enfin le mandat et prendront les pelles en main. La nuit reste le seul obstacle entre eux et cette vérité même qui est déjà cachée sous terre depuis 2 semaines. Pourquoi, la veille de la disparition de Carter, le voisin Bill Crawford a-t-il acheté dans le magasin de bricolage local plusieurs grandes feuilles de contreplaqué et un épais film plastique en rouleau? Les policiers demandent rapidement les enregistrements et obtiennent le reçu. Date d'achat, 16 juin 2024, exactement un jour avant la disparition du garçon. Ces matériaux n'étaient manifestement pas destinés à des réparations domestiques ordinaires, et encore moins à la vie quotidienne. L'enquête prend un ton complètement nouveau. Pendant que les habitants continuent à discuter des rumeurs et des versions, l'investigation a déjà fait un pas en avant. Maintenant, leur attention est fermement fixée sur la figure même de William Crawford, homme tranquille, peu loquace, vivant seul depuis longtemps. Le caractère ordinaire et la discrétion, qui étaient auparavant perçus comme une qualité, semblent maintenant suspects et effrayants. Dans la cour de Crawford travaille un groupe de criminalistiques. Sous le contrôle strict de la police, ils examinent le garage, la remise et la petite extension que le voisin utilisait comme atelier. C'est précisément ici, dans le coin, que les agents trouvent 2 pelles. Sur l'une d'elles, des traces de cette même argile rousse, humide, qui avait été découverte près du portail le jour de la disparition de Carter. La coïncidence est exclue. C'est exactement la même terre, manifestement apportée de quelque part spécialement. Quand le policier demande directement au sujet de l'achat du contreplaqué et du plastique, le voisin ne montre pas d'inquiétude extérieure et répond calmement que le contreplaqué était nécessaire pour réparer le plancher. Prétendument dans une des pièces, les vieilles planches ont commencé à grincer et il allait renforcer les solives. Une chose normale pour une vieille maison, explique-t-il aux enquêteurs. Cependant, la police sait déjà que le plancher de la maison n'a pas été touché depuis au moins 15 ans. Les enquêteurs examinent soigneusement les pièces, vérifient l'état des planches et comprennent. Bill Crawford a menti. Les planches sont en parfait état. Pas la moindre trace de réparation. Pourquoi il a menti? Ce n'est pas encore clair, mais le mensonge est maintenant officiellement enregistré. Les indices s'accumulent lentement mais sûrement contre le vieux voisin. L'enquêteur précise les détails avec Crawford encore et encore. Celui-ci confirme avec retenue ces mots, répétant que le contreplaqué se trouve dans le garage et que le film n'est même pas déballé. La police trouve effectivement ces matériaux dans le garage, intacts, comme le dit le voisin. Mais pourquoi ils ont été nécessaires exactement un jour avant l'incident reste peu clair. L'enquête commence à douter. Peut-être cet achat n'est-il qu'une coïncidence, mais le mensonge sur la réparation du plancher ne permet plus à la police de faire si facilement confiance à Crawford. En parallèle, ils vérifièrent sur les rumeurs apparues parmi les voisins. Une femme, vivant en face, affirme que tard dans la nuit du 17 juin, elle a entendu sur le terrain de Crawford des pleurs silencieux, ressemblant à une voix d'enfant. La police prend au sérieux les mots de la voisine et la mène à un interrogatoire officiel. Un jour plus tard, la femme n'est plus si sûre de son témoignage. Elle dit que le son aurait pu être émis par un chat, et maintenant elle n'est sûre de rien. L'enquête note cela comme une fausse piste et la met de côté. Aucun autre témoin de bruits ou de comportements inhabituels de Crawford la nuit n'a été identifié. La version de la voisine avec les pleurs d'enfant n'est pas confirmée.
La police considère cette piste peu convaincante et la ferme. Le témoin signe le procès-verbal qu'elle ne peut maintenant être sûre de ses mots. Cette version est attribuée aux nerfs et aux peurs des habitants, saisis par l'anxiété et les suppositions. Les enquêteurs retournent au terrain et à la maison de Crawford. Ayant obtenu le mandat officiel numéro RCMP 2246 SK du juge de district de Saskatchewan, la police commence une perquisition complète de la maison et du sous-sol. Le sous-sol est vieux, avec un plancher en planche, paraissant intact depuis de nombreuses années. Mais les agents sentent intuitivement que c'est précisément ici qu'il faut chercher les réponses. Le 1er juillet, tôt le matin, l'équipe de travail enlève les lourdes planches du sol du sous-sol. Ils ouvrent soigneusement et lentement la couverture et ils sont accueillis par un spectacle étrange. Sous le plancher se trouve un manchon vertical en polyéthylène, exactement comme celui qu'avait acheté Crawford. À l'intérieur, de l'argile meuble, absolument identique à celle trouvée plus tôt sur la pelle et près de la clôture. Les enquêteurs sont tendus à l'extrême. Le manchon est manifestement creusé récemment et préparé pour quelque chose de concret. Ils commencent soigneusement à enlever la terre, couche par couche, minutieusement et prudemment, comme le font toujours les criminologues. Dans la pièce, c'est silencieux, on n'entend que la respiration et les sons avec lesquels la terre tombe sur le contreplaqué. Cependant, après plusieurs heures, quand l'argile est complètement enlevée, vient une prise de conscience inattendue et effrayante. Le manchon plastique est complètement vide. En bas, il n'y a rien. Ce à quoi se préparaient les enquêteurs, ce qu'ils s'attendaient à voir, n'a pas été trouvé. Maintenant, devant eux se trouve simplement un trou vertical vide, soigneusement préparé. Mais pourquoi ? Incompréhensible. L'enquête se trouve de nouveau dans une impasse. Crawford cache manifestement quelque chose, mais les indices sont encore insuffisants pour l'accuser directement de quelque chose de grave. Et le plus important, Carter disparu n'a pas été trouvé. Personne ne comprend où il est et pourquoi ce manchon dans le sous-sol s'est révélé vide. Maintenant, l'attention de la police se déplace inévitablement en arrière, vers la famille Hill, ceux qui ont vu Carter en dernier avant sa disparition. Peut-être que là se trouveront les réponses manquantes qui échappent si obstinément aux enquêteurs pour l'instant. Pourquoi le père de Carter, Mark Hill, a-t-il supprimé la vidéo de la sonnette exactement 1 heure avant que l'enquêteur n'entre pour la première fois dans leur maison? Immédiatement après que la police ait découvert le vide dans le trou plastique chez Crawford, l'attention se déplace brusquement sur la famille Hill. Les enquêteurs remarquent un fait étrange. Vers 1 heure du matin le 1er juillet, Mark Hill, le père du garçon disparu, a supprimé l'enregistrement de la caméra de la sonnette. Cette démarche semble inappropriée et suspecte précisément maintenant, quand chaque preuve devient décisive dans l'enquête. Les détectives contactent immédiatement le service client de l'entreprise fournissant les services de stockage d'enregistrement vidéo. Dans le journal du compte, il est clairement indiqué. Le fichier a été supprimé à 1h12 du matin. Mark est immédiatement convoqué pour interrogatoire et maintenant son statut passe dans la catégorie des suspects. Quand Mark apparaît à l'interrogatoire, il paraît tendu et évite le regard de l'enquêteur. Mais progressivement, l'homme révèle les raisons de la suppression du fichier. Il affirme qu'il a supprimé l'enregistrement non pas pour un motif criminel, mais exclusivement par honte. Prétendument sur la vidéo, il traite trop durement son fils, se dispute, élève la voix. Mark essaie de convaincre l'enquêteur qu'il a supprimé l'enregistrement exclusivement par sentiment de culpabilité, ne voulant pas que quelqu'un le voie ainsi. L'enquête n'est pas prête à croire le père sur parole. Dans l'entreprise fournissant le service de stockage, l'enregistrement est rapidement restauré, malgré la suppression par l'utilisateur. Les enquêteurs étudient immédiatement les images pour confirmer ou réfuter le témoignage de Mark. Le visionnage de l'enregistrement change radicalement la direction de l'enquête. Sur la vidéo, on voit distinctement comment à 17h35, Mark Hill se tient effectivement sur le perron de la maison et élève la voix contre son fils. Carter se tient à quelques pas du père, écoute en silence,
mais après quelques minutes se retourne brusquement et s'enfuit avec le ballon dans les mains. Le père regarde avec irritation dans sa direction, puis claque la porte. Sur l'horloge de la caméra, il est 17h38. Ensuite, on voit Carter s'approcher de la clôture de Bill Crawford, probablement ayant décidé de rendre le ballon envolé au voisin, après quoi il passe sur son territoire. Sur ce, l'enregistrement se termine, s'interrompant au moment le plus intéressant, où Carter disparaît du cadre. La chronologie est confirmée et correspond aux conclusions précédentes de la police. L'alibi du père à 18h15 est aussi confirmé. À ce moment, il appelle déjà la police, ayant remarqué que son fils est absent depuis trop longtemps. Ainsi, le père est formellement retiré de la liste des suspects. Les enquêteurs s'assurent que Mark Hill n'est effectivement pas impliqué dans la disparition de son fils, bien que son geste initial de suppression de l'enregistrement reste enregistré comme une tentative de cacher une dispute familiale. Dans la presse sont déjà apparus des articles avec des titres selon lesquels la famille Hill cacherait prétendument quelque information importante. Les tabloïds commencent à publier des notes sous le titre « Dissimulation familiale ». Les enquêteurs de la GRC sont obligés de faire une déclaration officielle réfutant cette version. Ils indiquent clairement l'incohérence des codes temporels dans la version énoncée par la presse. La piste des tabloïds se ferme rapidement, car elle contredit l'enregistrement officiellement confirmé. La question de la famille Hill est définitivement close. Cependant, sur cette même vidéo restaurée dans le coin éloigné du cadre, parmi les arbres denses derrière la maison, les agents remarquent un nouveau détail qu'ils avaient commanqué auparavant. Une silhouette à peine distinguable d'un grand camion avec une coloration jaune-rouge caractéristique de DHL se déplace lentement le long de la rue arrière du village. C'est ce même camion dont parlaient auparavant les adolescents. Alors la police avait traité leurs mots avec prudence, l'attribuant à la fantaisie et aux suppositions. Mais maintenant, le fait est enregistré par la caméra et ne peut être mis en doute. Les timings coïncident parfaitement. Le camion se déplace lentement et s'arrête manifestement avant de repartir et de disparaître derrière les arbres. Cela change brusquement le cours de l'enquête et donne du poids à la version auparavant considérée comme fantaisiste de l'enlèvement par le conducteur du camion de transport. C'est précisément maintenant que les enquêteurs comprennent qu'ils ne pourront pas avancer tant qu'ils n'auront pas trouvé le conducteur même du camion. La tâche suivante, établir son identité, retracer l'itinéraire et comprendre pourquoi le camion s'est trouvé précisément ici, à un moment si inhabituel. Pour les enquêteurs, une chose est maintenant claire. Le conducteur du camion, qui semblait auparavant être un fantôme, devient maintenant la figure la plus importante de l'enquête. Maintenant, l'enquête doit tourner dans une direction absolument nouvelle, suivant l'insaisissable routier. Les réponses suivantes ne peuvent être trouvées que chez lui. Pourquoi le conducteur du camion DHL affirme-t-il qu'il a vu un homme âgé jetant dans les buissons quelque chose d'enveloppé dans un sac près de l'autoroute? Et comment cela est-il lié à la disparition de Carter? Les policiers se rendent immédiatement au bureau de la compagnie de transport DHL dans la ville la plus proche. Leur objectif est clair. Parler avec ce conducteur même dont le camion a été clairement enregistré par la caméra de la famille Hill. Auparavant, la version avec la participation du camion semblait être une supposition des habitants. Cependant maintenant, quand le conducteur lui-même devient un témoin important, la police prend ses paroles au sérieux. Le conducteur, un homme d'âge moyen, paraît inquiet et dit qu'il a lui-même décidé de contacter la police après que les nouvelles sur Carter se soient répandues dans la région. Il se souvient de ce soir avec une clarté inattendue. Bien que d'ordinaire, ces journées se passent de manière identique et ennuyeuse. Les données de la liste de suivi du camion obtenue de DHL confirment ces mots. La machine passait effectivement près du village de Spiritwood à 18h53. Cela correspond entièrement à la chronologie de la disparition de Carter. De plus, l'homme fournit à la police l'enregistrement de son enregistreur vidéo personnel, installé sur le pare-brise. L'enregistrement est flou et crépusculaire, mais on y voit distinctement comment dans la lumière des phares, sur le bas-côté de l'autoroute, se tient une personne. Elle porte un chapeau, est voûtée, on ne voit pas le visage. À côté d'elle, on voit clairement une pelle.
dans les mains de l'inconnu, un paquet qu'il jette brusquement et maladroitement dans les buissons épais. Les policiers regardent attentivement l'enregistrement encore et encore. Aucun doute, ce n'est pas un passant occasionnel. Les enquêteurs relient immédiatement cet épisode à la figure du voisin Bill Crawford, qui a déjà soulevé à plusieurs reprises des questions et des soupçons, bien que formellement sa participation ne soit pas encore prouvée. Les agents retournent immédiatement chez Crawford et le convoquent de nouveau pour interrogatoire. Au commissariat, le voisin paraît calme, bien que manifestement fatigué par ce qui se passe. L'enquêteur sans préambule demande directement où exactement il se trouvait le soir du 17 juin et ce qu'il faisait après 17h30. Crawford, comme auparavant, affirme avec assurance qu'après avoir récupéré le ballon de Carter, il n'est plus sorti de la maison. Il affirme qu'il a passé la soirée devant la télévision et s'est couché tôt. Mais maintenant, la police dispose de nouvelles preuves et de nouveaux témoignages, et ces mots semblent de moins en moins convaincants. Cependant, il y a un détail important. Le temps indiqué par Crawford ne coïncide que partiellement avec ce qui est sur l'enregistrement vidéo du conducteur DHL. Selon l'affirmation du conducteur, il a vu l'inconnu au chapeau beaucoup plus tard, déjà après 18h30. Cela permet à Crawford de maintenir l'incertitude. Il nie catégoriquement toute sortie de la maison après 17h30 et la police n'a pour l'instant pas de preuves directes de ses paroles ou de leur réfutation. Pendant ce temps, encore un autre indice devient une raison de doute. La police trouve près de ce même tronçon d'autoroute une chaussure de sport d'enfant. Une chaussure de football. À première vue, la découverte semble importante et directement liée à la disparition de Carter. Mais l'expertise, menée par le laboratoire de la GRC, lève rapidement tous les soupçons. La taille de la chaussure est manifestement plus grande que celle que portait Carter. La chaussure est pratiquement neuve, n'a pas de traces d'usure et le plus important, aucun marqueur ADN du garçon dessus. Les enquêteurs constatent avec assurance la chaussure a été placée intentionnellement pour embrouiller l'enquête et créer l'apparence d'un autre scénario d'enlèvement. Cette piste se ferme définitivement, mais ouvre une nouvelle ligne inquiétante d'investigation. Quelqu'un essaie spécialement de détourner la police de la bonne voie. C'est précisément ici qu'il devient compréhensible que l'affaire n'est pas du tout dans une erreur accidentelle ou une coïncidence ridicule. L'enquête enregistre clairement ce moment. Quelqu'un a placé la chaussure, s'efforçant de détourner la police vers la version de l'enlèvement par un inconnu, un routier ou une autre personne occasionnelle. C'est une action consciente, calculée pour entraîner la police sur une fausse route. Et les enquêteurs comprennent que derrière cet acte se trouve précisément celui qui sait réellement ce qui s'est passé le soir du 17 juin. Maintenant, toute la concentration de l'attention revient de nouveau à la personnalité de Bill Crawford. Il devient une fois de plus l'objet principal de l'enquête, maintenant non plus simplement un suspect, mais une personne de qui on exige des explications concrètes et claires. Car la silhouette enregistrée par le conducteur du camion ressemble trop à sa figure, et la pelle trouvée correspond parfaitement à celle qui se trouvait dans son atelier. Les enquêteurs enregistrent soigneusement toutes les nouvelles circonstances, comprenant que chaque action de Crawford prend maintenant une signification particulière. Et bien qu'il n'y ait pour l'instant pas de preuves directes contre lui, de plus en plus d'indices indirects s'alignent en une chaîne logique menant précisément à lui. Arrive l'étape critique de l'enquête, où tout nouveau détail est capable de changer complètement son cours. Les policiers comprennent. Maintenant, ils se trouvent au seuil de ce moment où la vérité soit se manifestera définitivement, soit se cachera dans l'ombre pour toujours. Et la question principale, qui exactement et pourquoi s'efforçait soigneusement de détourner l'enquête de la bonne voie, oblige maintenant inévitablement les policiers à revenir et regarder de plus près la vie et le comportement du vieux voisin, qui, peut-être, sait sur cette nuit beaucoup plus qu'il n'a jamais raconté. Comment Bill Crawford a-t-il pu déplacer quelque chose de volumineux et de lourd sur son terrain s'il affirme que dans la nuit de la disparition de Carter, il n'est pas du tout sorti de la maison? La veille, les enquêteurs ont clairement compris que la chaussure placée était une tentative de diriger l'enquête sur une fausse piste. Maintenant, l'attention se fixe de nouveau sur le terrain de Crawford. Et dès le matin du 3 juillet, les experts criminologues commencent un réexamen de son territoire.
Maintenant, les policiers s'intéressent même aux détails les plus fins, ceux auxquels personne ne faisait attention auparavant. À la lumière du jour, sur la terre molle du terrain, sont distinctement visibles des lignes fines, 2 ornières parallèles. Les policiers comprennent. Ce sont les traces d'une brouette de jardin que le vieux voisin utilisait souvent pour travailler sur le terrain. Les traces mènent manifestement de l'entrée du sous-sol de la maison jusqu'au bout éloigné du potager. Les enquêteurs mesurent sur la distance, exactement 14 mètres. La brouette de jardin, trouvée dans la remise de Crawford, est vérifiée immédiatement. Selon les spécifications du fabricant, elle peut supporter une charge jusqu'à 100 kg. Pour déplacer un objet lourd, c'est le moyen idéal. Les policiers reconstituent lentement mais sûrement le tableau de ce qui s'est passé. Ce même jour, la police reçoit un nouvel indice important qui confirme leurs soupçons. Un adolescent de la maison voisine a accidentellement enregistré sur son téléphone une vidéo nocturne. Le garçon lançait des feux d'artifice vers 3 heures du matin et a accidentellement filmé le terrain voisin qui appartient à Crawford. Sur l'enregistrement, fait à 2h40, on voit comment dans l'obscurité complète s'allume une petite lampe de poche. Sous la lumière de la lampe, on distingue distinctement la figure de Crawford qui fait des efforts considérables, roulant devant lui un objet lourd sur cette même brouette de jardin sur des planches de bois posées sur le sol. L'enregistrement vidéo est court et granuleux, mais assez clair pour confirmer que Crawford a consciemment menti à l'enquête. Maintenant, ses affirmations qu'il n'est pas sorti de la maison après 17h30 sont officiellement et complètement réfutées. Les enquêteurs analysent rapidement la possibilité de voir les actions de Crawford du côté des voisins. Mais la maison située à droite était vide toute la semaine. La famille était partie en vacances. Cela signifie que Crawford pouvait facilement déplacer tous objets sur son terrain sans craindre d'être remarqué par des étrangers. La police convoque de nouveau Crawford pour interrogatoire. Cependant, maintenant, ses réponses sont devenues encore plus évasives et prudentes. Le vieux voisin continue à insister qu'il ne se souvient de rien concernant des déplacements la nuit. Selon ses mots, s'il a utilisé la brouette, c'était seulement le jour pour les travaux de jardinage. Néanmoins, les preuves directes ne lui donnent déjà plus la possibilité de continuer à nier l'évidence. Les enquêteurs examinent de nouveau soigneusement l'endroit où menaient les traces de la brouette. Dans le coin éloigné du potager se découvre une petite couche fraîche de terre. Les agents commencent immédiatement à creuser à cet endroit, triant soigneusement le sol. Cependant, après plusieurs heures de travail tendu, il devient clair. À cet endroit, il n'y a rien. Le parterre est vide, aucun reste, aucune trace de Carter. La version avec l'enterrement de quelque chose dans le potager de Crawford se révèle fausse. Le sol était vérifié. Les criminologues sont sûrs. Personne n'a rien enterré ici. Tout ne dit que le fait que la terre ici a été retournée très récemment. Mais dans quel but, si ce n'est pas pour cacher des indices? La police n'a pas encore de réponse à cette question, cependant les enquêteurs comprennent que le vieux voisin essayait manifestement de cacher quelque chose et d'embrouiller l'enquête encore une fois. La version de l'enterrement dans le potager est fermée officiellement et toutes les forces sont maintenant dirigées vers un autre scénario possible. Le chien de service, de nouveau attiré aux recherches, examine attentivement le terrain de Crawford. Soudain, l'animal montre un intérêt particulier pour une vieille trappe de potager menant à un petit tuyau d'évacuation. Les policiers ouvrent rapidement la trappe et vérifient soigneusement le contenu du tuyau. Cependant, c'est vide, ni reste, ni autre trace. Néanmoins, l'analyse de laboratoire du sol pris dans le tuyau d'évacuation montre une coïncidence avec la terre trouvée auparavant dans le sous-sol de Crawford. Cela signifie que l'objet déplacé la nuit était manifestement couvert de cette même argile rousse que les policiers ont découverte au début de l'enquête. Maintenant, devant les enquêteurs apparaît une nouvelle version. Crawford a déplacé l'objet non pas à l'extérieur du terrain, mais l'a de nouveau caché à l'intérieur de sa maison. La police comprend qu'il est de nouveau nécessaire d'obtenir un mandat officiel pour une perquisition détaillée répétée de la maison. Les vérifications précédentes ont pu manquer quelque chose d'important, peut-être caché dans un endroit plus secret. L'enquête est sûre que la clé de l'énigme de la disparition de Carter se trouve précisément à l'intérieur de la maison où vivait le vieux voisin.
Crawford retourne silencieusement chez lui, accompagné par les regards policiers pleins de méfiance et de ferme intention de connaître la vérité. Il semble qu'il commence lui-même à réaliser à quel point les agents sont proches de la solution de son secret soigneusement caché. La nuit arrive. La police est de nouveau en attente du mandat, qui semble maintenant le seul obstacle entre eux et la réponse définitive, capable de révéler le mystère qui troublait la petite ville de Carcasso depuis déjà plus de 2 semaines. Pourquoi 2 adolescents locaux ont-ils si inattendu supprimé leur stream du soir du service populaire exactement le jour où Carter a disparu? Les enquêteurs se sont depuis longtemps habitués à prêter attention aux coïncidences, surtout quand il y en a trop dans une affaire. Le matin du 4 juillet commence pour les détectives par une nouvelle découverte liée aux voisins de Bill Crawford. 2 lycéens, vivant à 2 maisons de son terrain dans la nuit de la disparition de Carter, ont organisé une retransmission en ligne sur un service de streaming, mais le matin ont pour une raison quelconque empressé de supprimer l'enregistrement. Dans les conditions de recherche massive et d'attention accrue de la police, un tel acte semble, pour le dire doucement, suspect. Les policiers ont bien sûr demandé une copie de cette vidéo au service. La vidéo a été obtenue rapidement. Les entreprises ont toujours des copies des fichiers supprimés, bien que les adolescents n'y aient manifestement pas pensé. Au début, les enquêteurs ne voient rien d'inhabituel. Stream jeune typique, rire fort, plaisanterie, filmage négligent au téléphone. Mais après quelques minutes de visionnage, le son devient plus silencieux, comme si les garçons écoutaient spécialement quelque chose dans la cour. C'est précisément à ce moment que les détectives arrêtent l'enregistrement et amplifient le son. Les spécialistes en analyse audio connectent l'équipement et soudain, sur fond de bruits et de voix lointaines, ils distinguent distinctement une voix fine, faiblement audible, prononçant une phrase courte « Donnez de l'eau ». Pause dans le bureau de l'enquêteur, longue, lourde, tendue. Il ne peut y avoir de doute. La voix appartient à Carter. L'expertise audio le confirme avec une probabilité de presque 100%. Le garçon, à ce moment, la nuit du 17 juin, était manifestement vivant et se trouvait quelque part à proximité, peut-être tout près de l'endroit d'où était menée la retransmission. L'interrogatoire des adolescents se passe rapidement et de manière tendue. Les garçons ne sont pas habitués à avoir affaire à la police et sont visiblement nerveux. L'un d'eux, plus bavard, explique immédiatement pourquoi ils ont décidé de supprimer la vidéo le matin. Il dit qu'il l'a fait à cause des mots de Crawford lui-même. Le vieux voisin, selon les mots du garçon, était irrité par le bruit et a une fois déclaré que si les garçons continuaient à se comporter bruyamment la nuit, il leur couperait Internet. Pour les adolescents, cela s'est révélé être une menace assez sérieuse pour supprimer l'enregistrement, même sans le revoir. Les policiers comprennent que ces 2 adolescents ne sont pas coupables, simplement effrayés, et se sont trouvés être des témoins involontaires. Mais cela n'annule pas le fait que les garçons ont fixé le moment clé de toute l'histoire. Maintenant, il y a une preuve que Carter était vivant dans les premières heures après sa disparition. Et de plus, se trouvait manifestement dans le sous-sol, puisque les spécialistes en audio identifient précisément l'écho caractéristique du sous-sol. Un des enquêteurs regarde la vidéo image par image, suivant attentivement chaque mouvement et détail dans l'image. Il ne peut se débarrasser de la pensée qu'il peut manquer quelque chose d'important. La vidéo est granuleuse, tremblante, indéchiffrable. Mais soudain, son regard s'arrête sur une main qui a brièvement clignoté dans le cadre. L'enquêteur agrandit l'image et se fige. Sur le poignet, on voit distinctement un fin bracelet. C'est un bracelet de camp en plastique avec une inscription unique, qui était donnée aux enfants il y a 2 ans, l'été 2022. Les parents de Carter confirment immédiatement « Oui, exactement ce bracelet, leur fils ne l'enlevait jamais et le portait constamment comme souvenir des jours d'été joyeux. » Maintenant, ce détail confirme définitivement l'authenticité de la vidéo et les mots des adolescents. Mais même avec de telles preuves solides, la police a des doutes. Le commentaire sous la copie restaurée de la vidéo dit « C'est une mise en scène. Les garçons essaient simplement d'attirer l'attention. » Les détectives vérifient attentivement les adolescents.
découvrant chaque détail de leur vie et de leur connaissance avec Carter. Mais bientôt, il devient clair qu'il n'y a aucun signe de complot ou de mise en scène intentionnelle. Les garçons sont effrayés et sincèrement choqués par leur participation dans l'affaire, s'étant trouvés être des témoins accidentels d'une situation dans laquelle ils ne voulaient manifestement pas se trouver. La fausse piste avec la mise en scène et le désir d'attirer l'attention se ferme complètement et la police retire officiellement tout soupçon des adolescents. Maintenant, les détectives se trouvent devant la porte de Crawford qui observe nerveusement ce qui se passe depuis derrière le rideau à la fenêtre. Maintenant, il n'y a pas de doute qu'il a d'une manière ou d'une autre interagi avec Carter cette nuit. La présence même du garçon sur le terrain du voisin dans les premières heures après la disparition est déjà prouvée officiellement. Carter demandait de l'eau. Cela signifie que le voisin s'occupait probablement même de lui, au moins minimalement. Mais dans quel but ? Maintenant, les policiers ne se posent pas cette question à voix haute. Ils savent qu'ils doivent obtenir un mandat immédiatement. Le juge est déjà prévenu. Les papiers passent rapidement par les canaux formels. Et pendant ce temps, les enquêteurs et experts criminologues se tiennent près du portail de Crawford et attendent le signal. Ce signal, un appel du tribunal qui doit confirmer leur droit d'entrer dans la maison du voisin encore une fois, et cette fois, vérifier chaque centimètre, chaque planche et chaque mur. Seulement maintenant, tous commencent à comprendre à quel point la police s'est approchée de la vérité et jusqu'où le vieux voisin est capable d'aller pour cacher cette vérité. Crawford à sa fenêtre attend aussi, silencieusement, avec tension et très attentivement, ne détournant pas le regard des gens qui sont venus pour les réponses. Qu'est-ce qui se trouvait exactement sous le vieux congélateur-coffre se trouvant dans le sous-sol de Bill Crawford ? Lundi matin, la police a reçu le mandat définitif pour la perquisition du sous-sol de la maison de Crawford. Les enquêteurs sont arrivés sur le terrain vers 9h du matin et Bill les a accueillis silencieusement, indiquant simplement de la main l'intérieur de la maison. Les policiers sont passés sans mots superflus en bas, dans le sous-sol, où ils avaient déjà été de nombreuses fois au cours des 3 dernières semaines. Là, dans le coin, se trouvait un massif congélateur-coffre de vieux modèles, tout couvert de rouille et de poussière. Les fois précédentes, on n'y avait pas prêté attention particulière. Il paraissait trop encombrant pour que Crawford puisse facilement le déplacer. Mais aujourd'hui, l'enquêteur a remarqué des rayures à peine distinguables sur le sol autour du congélateur, fraîches et manifestement laissées récemment. 2 officiers ont déplacé le coffre sur le côté avec effort. Sous lui se trouvaient de grandes feuilles de contreplaqué, celles mêmes que Bill avait achetées au magasin de bricolage littéralement un jour avant la disparition de Carter. Les feuilles étaient recouvertes d'une couche de polyéthylène dense. Les policiers ont immédiatement noté que les bords du contreplaqué étaient tout frais, soigneusement coupés en sections cunéiformes. Celui qui les disposait se dépêchait manifestement et ne prévoyait pas que cette cachette serait trouvée si rapidement. L'enquêteur s'est accroupi et a soulevé le bord du film. Dessous le contreplaqué est immédiatement sortie une odeur faible et désagréable que l'expert médico-légal se tenant à côté a rapidement capté. Il a fait un signe de tête au détective et a dit que l'odeur était presque imperceptible, mais cela signifiait une chose. La fosse avait été récemment ouverte et refermée. L'odeur n'avait simplement pas eu le temps de se répandre dans le sous-sol. Les policiers ont soigneusement enlevé le contreplaqué et ont découvert un creux profond, creusé directement dans le sol en terre du sous-sol. Il était presque parfaitement régulier, manifestement préparé à l'avance. Profondeur, environ 3 mètres. L'expert a encore une fois noté que de telles caves sont habituellement équipées de ventilation. Sinon, il est impossible d'y stocker des produits. Ici, il n'y avait pas de ventilation du tout. Ce n'était pas une cave ordinaire, comme la défense de Crawford a plus tard essayé en vain de le présenter. 2 agents ont commencé à descendre en bas par l'échelle fixée directement dans le sol. En bas, c'était humide, frais et étouffant à la fois. La lumière des lampes a rapidement délimité un petit espace, puis s'est arrêtée sur une figure dans le coin éloigné de la fosse. Les policiers se sont figés pendant quelques secondes avant que l'un d'eux ne rapporte tranquillement par radio « Nous l'avons trouvé ». Carter était là, recroquevillé en boule,
à côté d'une bouteille d'eau en plastique vide. Il n'y avait rien d'autre dans la fosse, seulement du sable humide et de la terre. Plus tard, les experts ont découvert que sur la bouteille, il n'y avait que les empreintes digitales de Bill Crawford. Cela indiquait que c'était précisément lui qui descendait dans la fosse. C'était lui qui donnait de l'eau au garçon. Mais l'eau s'est manifestement révélée insuffisante. Crawford se tenait à ce moment en haut, près de la porte du sous-sol, en silence complet. Les policiers sont montés et se sont approchés de lui. Ils ont annoncé qu'il était arrêté et ont commencé à lui lire ses droits. L'homme âgé a simplement hoché la tête, ne disant pas un mot. Il semblait qu'il était prêt à cela à l'avance. Quelques heures plus tard, l'expert médico-légal a officiellement confirmé la cause du décès. Déshydratation. La date de la mort a été nommée le 30 juin, avec une marge d'erreur possible de quelques jours. C'est-à-dire que le garçon était vivant au moins une semaine après la disparition. Il est devenu clair qu'il demandait réellement de l'eau à Crawford, et celui-ci l'a donnée manifestement, mais manifestement pas de façon à sauver la vie du garçon. Quand les enquêteurs sont sortis de la maison, les voisins ont observé l'arrestation silencieusement, sans chuchoter, sans s'approcher. La famille de Carter est restée à l'intérieur de sa maison. Leur silence était lourd, presque palpable. Toute la petite ville savait que Crawford avait vécu parmi eux de longues années, mais personne n'aurait pu imaginer ce qui se cachait sous la surface de la vie ordinaire du voisin tranquille. Le même soir, la défense de Crawford a commencé à préparer des arguments selon lesquels la cave était destinée au stockage de légumes. Mais personne n'y a cru. La police a immédiatement apporté l'argument. 3 mètres de profondeur, absence complète de ventilation et signes évidents que la fosse avait été récemment ouverte et fermée. Cela excluait la possibilité de son utilisation à des fins pacifiques. Le juge a immédiatement sanctionné la détention de Crawford. Au commissariat, Bill paraissait fatigué, mais pas perdu. Il répondait brièvement, sans mots superflus, n'expliquant rien et ne se confessant pas. Aux questions sur les raisons et les motifs, il se taisait, regardant quelque part devant lui comme s'il ne remarquait pas l'enquêteur. Maintenant, devant la police se dressait une nouvelle tâche. Comprendre ce qui motivait exactement Crawford. L'expertise devait décider si le vieux voisin était mentalement sain et s'il réalisait complètement les conséquences de ses actions. Le motif de l'acte restait pour l'instant inconnu, et l'enquête ne faisait que commencer à creuser plus profond, s'efforçant de découvrir la vérité. Les officiers ont quitté le terrain déjà dans l'obscurité. La maison de Crawford était pour la première fois depuis de nombreuses années absolument sombre, sans signe de vie. Aucun des voisins n'a allumé la lumière ce soir. La petite ville semblait figée, réalisant l'ampleur de la tragédie qui s'était produite ici, parmi les rues ordinaires et calmes, derrière la façade habituelle de la vie quotidienne. Maintenant, la police savait exactement ce que Bill Crawford avait fait, mais la question « pourquoi ?» restait pour l'instant sans réponse, et personne ne se dépêchait de troubler ce silence par des suppositions superflues. L'enquête ne faisait que commencer à plonger dans les profondeurs de l'esprit d'un homme qui avait vécu parmi eux pendant des années sans susciter de soupçons. Les actions de Bill Crawford étaient-elles le résultat d'un calcul réfléchi ou la manifestation d'un délire maladif ? C'est précisément à cette question que devait répondre l'expertise psychiatrique. 3 mois après l'arrestation, Bill Crawford comparaissait pour la première fois devant le tribunal. L'été passé avait définitivement changé la petite ville. Les conversations se sont tues. Les habitants de Carcasso évitèrent du regard la maison de Crawford et la famille Hill avait déménagé sans attendre la fin du procès. Maintenant, toute l'information sur l'affaire arrivait exclusivement de la salle du tribunal. L'expertise psychiatrique était prête au début d'octobre et les résultats ont surpris beaucoup. Les médecins sont arrivés à la conclusion que Crawford se rendait pleinement compte de ses actions. Il n'avait pas de signes classiques de trouble mental, cependant une pathologie extrêmement spécifique a été révélée, décrite dans le rapport des médecins comme « idée monosymptomatique d'intolérance au bruit d'enfants ». Plus simplement, le voisin ne pouvait pas supporter le bruit provenant des enfants, et cette idée obsessionnelle s'était développée jusqu'à un état proche de la conviction maladive. Mais même malgré un tel diagnostic, les experts ont confirmé. Crawford agissait consciemment,
pouvait planifier et contrôler ses actes. Dans sa maison a été trouvé un épais cahier, journal personnel, où il notait ses pensées pendant des années. Les dernières notes, faites quelques jours avant la disparition de Carter, sont devenues les preuves principales, confirmant entièrement son motif. Dans le journal était clairement noté « Le bruit a détruit la paix de ma femme. Les enfants doivent connaître les limites. » Cette note a donné au procureur toutes les bases d'affirmer que les actions de Crawford n'étaient pas un hasard et non un élan spontané. Il gardait consciemment Carter dans le sous-sol, réalisant les risques liés à sa déshydratation. Néanmoins, l'avocat de l'accusé insistait sur le fait que Crawford ne voulait pas causer de mal au garçon, et la mort était survenue à la suite d'un accident. C'est précisément cette ligne de défense qui est devenue le thème central des débats dans la salle du tribunal. Le procureur a indiqué un fait important. L'accusé descendait dans la fosse 2 jours de suite et apportait de l'eau. Cela indiquait qu'il comprenait parfaitement les conséquences de la déshydratation, connaissait le risque et néanmoins limitait consciemment l'accès à l'eau. Cependant, la défense insistait. Les actions de Crawford prouvent son intention de préserver la vie du garçon, fût-ce dans des conditions dures. Pour les juges, il était important de comprendre non seulement les circonstances factuelles, mais aussi la logique interne des actes de l'accusé. À l'audience, le médecin psychiatre a confirmé de nouveau « Crawford comprenait parfaitement ce qu'il faisait. Il considérait la punition sous forme d'enfermement dans la fosse comme admissible et nécessaire. De son point de vue, c'était seulement ainsi qu'on pouvait obtenir le silence et l'ordre dans sa maison. » Ces mots sonnaient clairement et de manière convaincante, ne laissant pas de place au doute sur le fait que le motif était non pas la folie et non pas le hasard, mais une conviction personnelle profonde et un calcul intentionnel. La défense a essayé d'utiliser la dernière échappatoire possible. L'avocat a déclaré que la bouteille d'eau aurait pu fuir d'elle-même, et le garçon n'a pas reçu une quantité suffisante de liquide précisément pour cette raison. Cela confirmerait prétendument la version de l'accident et l'absence d'intention directe. Mais le criminologue a présenté un rapport détaillé sur l'état de la bouteille. D'après le caractère des dommages du bouchon et d'après les empreintes digitales, il était absolument clair que le récipient avait été ouvert par un adulte déjà le 2e jour du séjour de Carter dans le sous-sol. Cet argument de la défense a été immédiatement reconnu comme une fausse piste et retiré de la discussion. Maintenant, Crawford avait définitivement perdu ses chances de justification pour des raisons techniques. Malgré l'évidence des conclusions, le juge a décidé de reporter le prononcé du verdict. Le tribunal a décidé de tenir une audience supplémentaire au printemps de l'année suivante, fixant une procédure spéciale appelée Fitness Hearing, pour s'assurer définitivement de la capacité de Crawford à répondre de ses actes et de réaliser complètement les conséquences. Pour beaucoup d'habitants de Carcassonne, une telle décision du tribunal était inattendue, mais la procédure exigeait une certitude complète avant que soit prononcé le verdict définitif. Jusqu'au prononcé du verdict, il restait encore quelques mois, mais déjà personne ne doutait que Bill Crawford ne sortirait pas en liberté dans un proche avenir. Dans la salle du tribunal, il était assis avec un calme immuable, ne manifestant pas d'émotion, et seulement parfois regardait quelque part au loin, comme s'il continuait à réfléchir à quelque chose qui lui était propre. L'audience s'est terminée tard le soir. Les journalistes sont rentrés chez eux et Crawford a été ramené en cellule de détention provisoire. La police et le procureur se préparaient à la dernière étape du procès, comprenant que la question principale se trouvait maintenant non pas dans les preuves ou les indices, mais dans le domaine de la psychiatrie et de la responsabilité morale du vieux voisin pour ses actes. L'audience s'est terminée, mais le procès n'était pas encore fini. La ville attendait la réponse définitive à la question la plus importante, et maintenant du tribunal, on n'exigeait que de mettre le point final dans cette histoire. La salle de la Cour suprême à Prince Albert était bondée pour la première fois de toute l'histoire des audiences de l'affaire Bill Crawford. La famille de Carter Hill n'était pas présente personnellement. Leurs intérêts étaient représentés par un avocat. Crawford était assis dans la salle, ne levant pas la tête, évitant les rencontres avec quiconque du regard. Quand le juge a commencé à lire le verdict, un silence complet s'est installé. La décision définitive sonnait clairement et sans ambiguïté.
William Crawford est condamné à la réclusion à vie pour accusation d'enlèvement et meurtre au 2e degré sans droit à libération conditionnelle avant 2049. Les mots du juge sonnaient avec assurance et sévérité, sans la moindre hésitation. Le juge a expliqué en détail pourquoi précisément une punition si sévère avait été prononcée. Selon les matériaux de l'enquête, Crawford avait intentionnellement attiré Carter sur son terrain le soir du 17 juin de l'année précédente sous prétexte de rendre le ballon. Il a gardé le garçon dans une fosse préparée à l'avance, située dans le sous-sol de la maison. Au cours de 2 jours, Crawford apportait périodiquement de l'eau, réalisant manifestement les conséquences si sa quantité était limitée. Cependant, après le début des recherches massives, il a eu peur d'être démasqué et a pris la décision d'arrêter l'accès à l'eau. Après quoi, il a complètement fermé la fosse avec du contreplaqué et a roulé dessus le congélateur-coffre. L'enquête a pu établir et confirmer toute la séquence des événements pratiquement à la minute près. Tous les fragments de l'histoire ont été rassemblés et soigneusement vérifiés. Le premier fragment, c'est la chaussure d'enfant trouvée près de la route. L'enquête a prouvé que la chaussure avait été spécialement achetée par Crawford lui-même dans le centre commercial le plus proche quelques jours avant l'incident. La chaussure avait été intentionnellement jetée près de l'autoroute pour diriger l'enquête sur une fausse piste et détourner les soupçons de son propre terrain. Le deuxième fragment, la fosse vide découverte le 1er juillet. Cette nuit, Crawford avait déplacé les restes de Carter de la fosse sur la brouette de jardin et les avait cachés dans le congélateur-coffre qu'il avait placé dans le sous-sol, au-dessus du contreplaqué et du polyéthylène, pour ralentir la possible propagation de l'odeur et masquer le lieu de stockage. Seulement une semaine plus tard, quand l'intensité des perquisitions avait diminué, Crawford avait remis les restes dans la fosse, les recouvrant de contreplaqué frais. Le troisième fragment, le stream des adolescents vivant non loin. Leur vidéo accidentelle a prouvé que Carter était vivant au minimum les 2 premiers jours après l'enlèvement. La voix qui demandait de l'eau avait été confirmée par les experts audio comme appartenant précisément à Carter. Le quatrième, l'enregistrement vidéo de la sonnette de la maison de la famille Hill. Cet enregistrement est devenu le dernier point officiel où Carter avait été fixé vivant, confirmant que c'était précisément Crawford qui avait rencontré le garçon en dernier. Et le cinquième, la bouteille d'eau vide avec les empreintes de Crawford, trouvée près des restes. L'expertise a clairement confirmé que la bouteille était dans les mains d'un adulte. Et l'eau était contrôlée, et non donnée librement. Tous les détails se sont assemblés en un tableau unique et entier, ne laissant pas de place au doute sur la culpabilité de Crawford. Après la lecture du verdict, Crawford s'est levé lentement. L'escorte s'est approchée, se préparant à le faire sortir de la salle. Il a pour la première fois levé les yeux et a dit tranquillement, mais distinctement, regardant directement les visages des spectateurs et du juge, « Vous faites tous du bruit ». Cette réplique courte a provoqué un léger mouvement dans la salle du tribunal, mais les gardes l'ont rapidement et professionnellement emmené derrière la porte. Les mots de Crawford ont été longtemps discutés par les habitants comme confirmation de son obsession incompréhensible, que les médecins et psychologues avaient si soigneusement analysée. C'était la dernière déclaration publique de William Crawford. Après le tribunal, le dossier sous le numéro RCMP-SK numéro 218-24 a été officiellement scellé. Tous les faits du crime avaient été définitivement établis et il ne restait aucune incertitude sur les moments clés de l'affaire. Les fausses pistes, la version de l'enlèvement par le conducteur du camion DHL et le conflit familial dans la maison des Hill, avaient été fermés et officiellement rejetés par le tribunal. Seuls les protocoles détaillés des déplacements nocturnes des restes du garçon sur le terrain de Crawford sont partis aux archives. L'enquête a décidé de ne pas les divulguer publiquement, laissant les matériaux sous classification, considérant cela comme n'influençant pas le verdict final. Le village de Spiritwood et le voisin Carcasso sont progressivement revenus à la vie habituelle, cependant depuis lors il y est devenu notablement plus silencieux. La famille Hill a quitté la ville pour toujours. La maison de Crawford est longtemps restée vide, se couvrant progressivement des traces du temps et de l'oubli. Maintenant, à Spiritwood, régnait de nouveau le silence, peut-être même trop profond.